Et si l'étincelle qui bouleverse un destin n'était pas un miracle, mais la conséquence d'une discipline inflexible? Ce soir, prenons le temps d'observer de près un exemple rare, presque unique, de transformation nationale portée par la rigueur. Au sud du continent africain, là où le climat est rude et les enjeux immenses, un président défie toutes les attentes. Pas de faste, pas de cortège, il marche seul, ses dossiers sous le bras, l'esprit tendu vers l'essentiel. C'est là, dans la sobriété, que commence ce récit. Là où tant d'autres succombent à la facilité, lui s'impose l'austérité comme ligne de conduite. Sa rigueur est son manifeste, son mandat, une démonstration de fermeté face au chaos. Pour comprendre la puissance de cette posture, il suffit de rappeler que dans l'histoire récente, peu de chefs d'État africains ont osé rompre avec les codes du pouvoir, préférant l'apparat à l'efficacité. Prenons l'exemple du Ghana dans les années 80, où le président Rawlings, lui aussi, avait tenté d'imposer l'austérité et la discipline. Mais là où le Ghana avait vacillé sous le poids des réformes impopulaires, le Botswana tente aujourd'hui d'enraciner ce choix dans la culture nationale, faisant de la sobriété non un fardeau, mais un orgueil retrouvé. Son pays, le Botswana, s'enlise dans une crise énergétique sévère. Les pannes de courant rythment les journées, l'économie chancelle, étranglée par l'importation d'électricité. L'avenir semble s'assombrir un peu plus à chaque coupure. Imaginez, dans la capitale Gaborone, les feux de circulation soudainement éteints, les écoles forcées d'interrompre les cours et les commerces qui, dès 17 heures, ferment faute de lumière. Mais au milieu de cette obscurité, il avance une promesse. Dans 3 années, le Botswana changera de visage. Il promet une métamorphose, portée par une volonté inoxydable. C'est un engagement qui rappelle celui de Lee Kuan Yew à Singapour dans les années 60, lorsqu'il avait juré de transformer un petit port sans ressources en puissance économique. Pourtant, tout repose sur une question cruciale. La discipline seule peut-elle rallumer la lumière? Suffit-il d'un cap intransigeant pour briser la dépendance et réinventer la souveraineté d'un peuple? Ces questions hantent chaque décision, chaque choix budgétaire, chaque discours présidentiel. Car chaque pas vers la réforme exige des sacrifices douloureux, de l'inconfort et la solitude glaciale de celui qui refuse de céder. Dans les couloirs de l'administration, beaucoup murmurent, certains s'opposent ouvertement, d'autres attendent la moindre faille pour critiquer. L'échec signifierait l'enfermement durable du Botswana dans la dépendance, le déclin économique et l'effritement de l'espoir pour une génération entière. Ici, il ne s'agit pas juste de la réussite d'un président, mais de la capacité d'un pays à reprendre le contrôle de son propre destin. Pour mesurer la portée de ce pari, il faut revenir à la source. Comment le Botswana s'est-il retrouvé au bord de la rupture? Comprendre les racines du problème, c'est déjà entrevoir les chemins possibles pour en sortir. Avant la lumière, il y a eu des années de ténèbres. Au cœur de l'Afrique australe, le Botswana, souvent présenté en modèle de stabilité, traverse une crise que peu veulent nommer. Derrière les chiffres flatteurs, un gouffre menace. Chaque année, l'État dépense entre 2 et 3 milliards de dollars, soit l'équivalent de ses budgets de santé et d'éducation réunis, uniquement pour importer de l'électricité. Les centrales électriques nationales, érigées il y a plusieurs décennies, s'essoufflent. Les coupures deviennent monnaie courante. À Gaborone comme à Francistown, chaque vacillement de lumière rappelle la précarité du réseau. Une panne ne signifie pas seulement l'obscurité. C'est une chaîne d'usines à l'arrêt, des hôpitaux ralentis, des commerces paralysés. À chaque interruption, la confiance s'effrite, l'économie vacille. Pour saisir la gravité de la situation, il suffit d'imaginer la vie quotidienne d'une infirmière dans un petit hôpital de Maun. Ces journées sont rythmées par les alarmes des générateurs qui s'enclenchent à chaque coupure, mais parfois le carburant vient à manquer. Les opérations sont reportées, les médicaments se détériorent et la tension monte chez les patients. Ce n'est plus seulement une question de confort, mais de survie. Dans ce contexte de tension, le président Mogwitsi Masisi tranche par son style. Oubliez les cortèges interminables, les délégations tapageuses, les conseillers omniprésents. Il voyage léger, lit lui-même ses dossiers, refuse le superflu. Pour lui, gouverner n'est ni un privilège, ni une parade, mais une charge à porter avec rigueur. Ce n'est pas une posture, mais une conviction. La discipline, c'est la dignité. Le gaspillage, la faiblesse. Il le répète dans ses discours, mais surtout, il l'incarne. Trop de dirigeants, selon lui, se sont abandonnés au confort, oubliant que l'État est un atelier, pas une scène. Ce choix d'austérité, s'il forge le respect, expose aussi le Botswana à un pari dangereux. Car si le système électrique venait à s'effondrer, c'est toute l'économie qui s'écroulerait.
Les investisseurs s'évaporeraient, les entreprises s'arrêteraient, la population douterait de ses institutions. En quelques années, le pays pourrait perdre tout ce qu'il a bâti depuis l'indépendance. Pour donner une idée du risque, rappelons l'exemple du Venezuela, autrefois prospère grâce à son pétrole, mais aujourd'hui paralysé par les coupures de courant et la fuite des capitaux. L'histoire nous enseigne que lorsqu'un pays perd le contrôle de ses infrastructures stratégiques, la spirale du déclin s'accélère. Face à ce précipice, le président sait qu'il doit agir vite et sans faille. L'autosuffisance énergétique n'est plus un luxe, mais une urgence vitale, une question de souveraineté et d'honneur national. Pourtant, derrière cette volonté politique, de nombreux obstacles se dressent, inertie administrative, intérêts privés et le poids du passé. La réforme va exiger plus qu'un discours, elle réclame un bouleversement profond des mentalités. Réformer, c'est déranger. Qui accepte d'en payer le prix? À peine installé, le président concentre tout autour de lui. Il tranche dans les budgets, impose une discipline stricte, bouscule les habitudes. L'administration chancelle, surprise par cette brusque rupture. Les critiques ne tardent pas. On murmure qu'il gouverne seul, qu'il marginalise les institutions, qu'il glisse vers l'autoritarisme. Le Conseil des ministres se réduit à une poignée, les débats se font rares, la centralisation devient à la fois mot d'ordre et pomme de discorde nationale. Dans les ministères, la tension grimpe. Beaucoup craignent pour leurs avantages, pour leurs positions acquises. La nouvelle rigueur balaie des routines ancrées depuis plus de 50 ans, refusant tout compromis. L'opposition hausse le ton. Elle accuse le chef de l'État de confisquer le pouvoir, d'étouffer la pluralité, d'imposer son rythme sans écouter. Chaque mesure devient prétexte à dénoncer une dérive autoritaire. Mais le président ne recule pas. Il répond frontalement « La Constitution me donne ce mandat. Si cela dérange, changez-la. » Pour lui, la loi est une invitation à l'action, pas un frein. Ce n'est pas une provocation. Il appelle chacun à la responsabilité collective. Même la presse doit s'adapter. Les tribunes sans fondement sont proscrites. Le président exige des faits, des preuves, une rigueur nouvelle dans la parole publique. C'est un choc pour une société habituée aux rumeurs et aux demi-vérités. Ce climat traverse tout le pays. Certains travailleurs y voient une chance, celle de bâtir une industrie nationale, de retrouver des emplois, une souveraineté perdue. D'autres restent sceptiques. Les élites doutent qu'un simple sursaut disciplinaire puisse transformer le pays. Le conflit dépasse la question du pouvoir. Il touche à la morale. Le poids du changement est présenté non comme une injustice individuelle, mais comme une responsabilité partagée. Accepter l'inconfort, consentir à l'effort, voilà le prix à payer pour briser l'immobilisme. Pour illustrer ce dilemme, pensez à la Corée du Sud des années 70. À l'époque, le pays a demandé d'immenses sacrifices à ses citoyens pour bâtir ses industries lourdes. Beaucoup ont souffert, mais à terme, la nation s'est hissée parmi les plus avancées du monde. Le Botswana, à sa façon, tente le même pari. Le Botswana joue son avenir. Si la réforme réussit, le pays pourrait enfin tourner la page de la dépendance. Mais si elle échoue, la crise sera politique, sociale, profonde. À ce moment charnière, chaque décision compte. Mais l'adversité ne vient pas seulement de l'intérieur. Bientôt, des pressions extérieures viendront tester la détermination du président. Quand une nation promet la lumière, tout un continent retient son souffle. Au Botswana, le futur n'est plus une chimère lointaine, mais un chantier colossal où l'espoir se mesure à la hauteur des ambitions. Le gouvernement, épaulé par des investisseurs venus des quatre coins du globe, s'est lancé dans la renaissance de vieilles centrales électriques. Il ne s'agit pas de réparer à l'identique. Chaque site doit devenir un modèle d'excellence, un laboratoire africain de performances inégalées. Pourtant, la clé n'est pas dans la seule modernisation des machines ou l'afflux de capitaux. Le cœur du projet bat dans la formation des ingénieurs locaux. Désormais, le savoir-faire ne se loue plus. Il s'enracine. Chaque technicien, chaque ingénieur du Botswana devient dépositaire d'une souveraineté énergétique chèrement acquise. C'est là un choix fondamental. Plutôt que de dépendre éternellement de consultants étrangers, le pays investit massivement dans ses universités, crée de nouveaux cursus spécialisés et encourage les jeunes à s'orienter vers les métiers de l'énergie. Pour chaque centrale rénovée, une dizaine de jeunes ingénieurs sont formés, accompagnés sur le terrain, puis responsabilisés. L'objectif est sans détour, parvenir à l'autosuffisance. Dans moins de 10 ans, le Botswana ne dépendra plus des réseaux voisins pour illuminer ses villes. Mieux encore, l'excédent d'électricité pourra traverser les frontières, alimenter la Zambie, soutenir l'Afrique du Sud. C'est bien plus qu'une indépendance, c'est l'émergence d'un fournisseur régional, d'un acteur qui compte.
Pour visualiser ce cap, prenons l'exemple du Maroc, qui en 20 ans est passé du statut d'importateur à celui d'exportateur d'électricité, notamment grâce à l'énergie solaire. Le Botswana veut suivre cette voie, mais en adaptant la recette à ses atouts, le charbon, le soleil et surtout la discipline collective. Au centre de cette vision se trouve un pari risqué: transformer le charbon national en carburant propre, bâtir une filière de transformation qui génère des emplois, stimule l'innovation et crée des chaînes de valeur inédites. Cela signifie moins d'importations, davantage de revenus internes, une économie qui respire selon son propre rythme. Mais l'enjeu dépasse l'économie. Si la promesse tient, c'est toute la région qui pourrait basculer vers une nouvelle stabilité. Un Botswana industriel et autonome deviendrait un pôle d'exemple, un aimant pour ses voisins. Le pays, longtemps vu comme un petit frère, changerait de statut. Il deviendrait moteur, inspirateur. À l'échelle du continent, la portée est immense. Voir un pays africain passer de simple consommateur à décideur et exportateur bouleverse les repères. L'effet domino menace de renverser les vieilles fatalités. L'Afrique, souvent décrite comme dépendante, révélerait sa puissance à créer ses propres règles, à imposer sa vision. Mais le risque est à la mesure de l'espoir. Si le Botswana échoue, la déception sera terrible, pour ses citoyens, mais surtout pour ces millions d'Africains qui guettent l'aube d'un nouveau modèle. La confiance déjà fragile dans la parole publique pourrait s'effondrer une fois de plus. Tout repose alors sur la force d'une discipline collective, sur le courage de tenir ses engagements, même lorsque la route devient solitaire. Ce moment demande: que vaut vraiment une promesse dans un monde qui doute? Au sommet de cette tension, une question obsède le président: comment incarner cette promesse face à la tentation du renoncement? La réponse se joue dans chaque décision, chaque geste, sous le regard d'une nation entière. Ce combat n'est pas seulement celui d'un président, il appartient à chacun d'entre nous. Regardez dans le miroir. La discipline authentique ne naît pas des discours, mais des gestes quotidiens. Lire, comprendre, puis agir, c'est la première pierre, celle que personne ne peut poser à votre place. Au Botswana, le chef de l'État ne dicte pas seulement la marche à suivre, il l'incarne, jour après jour, transformant la rigueur en boussole pour tous. La vraie réforme, celle qui bouleverse les destins, demande d'affronter la résistance, la routine, l'inconfort. C'est facile à dire. Mais qui, ici, est prêt à quitter le confort, à regarder l'échec dans les yeux, à encaisser les coups pour mieux repartir? Là-bas, chaque revers rappelle que la souveraineté ne se réclame pas. Elle se forge dans l'épreuve au prix de milliers d'efforts invisibles. Pour rendre ce propos concret, songeons à l'histoire du Japon d'après-guerre. Ruiné, occupé, sans ressources, le pays s'est imposé une discipline de fer, réinventant son industrie et sa société. Ce sont des millions de petits gestes, d'ouvriers méticuleux, d'ingénieurs persévérants et de dirigeants exigeants qui ont permis le miracle économique. Allumer la lumière, ce n'est pas juste un geste technique, c'est la somme de milliers de petits actes responsables. Une décision honnête, un budget respecté, un contrat négocié sans faveur, un ingénieur qui refuse de tricher. Chaque succès collectif est tissé de ces gestes minuscules, répétés sans relâche. L'exemple botswanais nous défie. Refuser la facilité, demander des comptes, devenir acteur du changement. L'attente et la plainte ne bâtissent rien. C'est l'intelligence du geste quotidien, l'audace de s'exiger plus à soi-même qu'aux autres, qui ouvre la voie à une vraie indépendance. N'ignorez pas ces principes, sinon c'est l'immobilisme assuré, la dépendance qui s'enracine aujourd'hui comme demain. Car la discipline, la résilience, la responsabilité, ce ne sont pas des slogans. Ce sont des leviers concrets pour transformer une société, restaurer la confiance, bâtir un avenir solide. Alors la question demeure: serons-nous de simples spectateurs ou les porteurs du flambeau? Mais comment concrètement ce modèle botswanais s'est-il imposé? Quels choix ont tout changé et à quel prix? La lumière ne jaillit pas du hasard, mais de la persévérance de ceux qui refusent dans l'obscurité. Ce que le Botswana tente aujourd'hui dépasse une réforme technique ou un simple pari politique. C'est un choix radical, celui de la discipline, du courage et d'une responsabilité assumée jusqu'au bout. Il s'agit de prouver qu'un peuple, en renonçant à la facilité et à la résignation, peut transformer son destin et peut-être inspirer tout un continent. Le président du Botswana ne promet aucun miracle. Il exige de la rigueur, d'abord de lui-même, puis de la nation entière. Par son exemple, il rappelle que le progrès n'est jamais affaire de chance, mais de travail lucide, patient, souvent solitaire. Si chaque citoyen, chaque entreprise, chaque institution accepte d'agir avec la même intégrité, alors rien n'est hors de portée. L'indépendance énergétique n'est qu'un commencement.
C'est la preuve vivante qu'un pays peut regagner sa souveraineté, rebâtir la confiance entre l'État et le peuple et redéfinir sa place dans le monde. Mais ce chemin est risqué. Ce qui se joue ici, c'est la possibilité même d'un avenir meilleur. Un avenir où l'argent, les emplois et la stabilité ne s'exiltent plus, mais servent à bâtir des écoles, des hôpitaux et des vies dignes. À l'inverse, abandonner cette voie condamnerait le Botswana et peut-être l'Afrique entière à la dépendance, au doute et à la dislocation du rêve collectif. Face à ce carrefour, l'histoire observe. Elle ne juge pas les intentions, mais les actes. Aurons-nous le courage de refuser le fatalisme, d'oser l'exigence, même quand elle dérange? Il revient à chacun de décider si la lumière triomphera de l'obscurité, non par hasard, mais par la force tranquille de la discipline. Que faire alors? Refuser l'indifférence. S'engager chacun à sa mesure, dans la famille, la cité, le pays. Exiger une parole publique qui ne soit plus une promesse vide, mais un contrat d'action. Soutenir ceux qui construisent, dénoncer sans relâche le gaspillage et la facilité. Car au bout du compte, la vraie transformation commence toujours par un choix individuel. Croire, espérer et surtout agir contre vents et marées. Le Botswana a choisi. À nous de décider si nous aurons, nous aussi, la force de suivre ce chemin exigeant, mais porteur d'avenir. Pour passer du rêve à l'action, voici des étapes concrètes inspirées du modèle botswanais, transférables à d'autres contextes, du foyer à l'État. Premièrement, instaurer une culture de l'exemplarité au sommet. Quand les décideurs montrent l'exemple, le reste de la société suit. Cela se traduit par des règles claires, des comptes rendus publics et des sanctions en cas de dérapage. Au Botswana, le président publie ses propres dépenses de déplacement, limitant ses frais au strict nécessaire. Deuxièmement, investir dans la formation locale. Au lieu de tout confier à des experts étrangers, il faut renforcer les compétences internes. Université, école technique, stages pratiques, chaque euro investi dans l'éducation est un euro qui prépare l'autonomie. Troisièmement, miser sur la transparence et le suivi des projets. Un chantier suivi de près, avec des rapports publics mensuels, limite les risques de corruption et d'abandon. Le Botswana a mis en place des plateformes où chaque citoyen peut suivre l'avancée des travaux énergétiques, poser des questions, signaler des abus. Quatrièmement, valoriser le mérite et la responsabilité individuelle. Plutôt que d'attribuer les postes par copinage, il s'agit de récompenser l'excellence et l'engagement. Les promotions dans les ministères botswanais sont désormais conditionnées à des évaluations de performance, non à l'ancienneté. Cinquièmement, accepter la critique constructive. Toute réforme suscite des résistances, mais ignorer les objections, c'est s'exposer à l'aveuglement. Le président du Botswana organise des forums citoyens où chacun peut exprimer ses doutes, proposer des solutions et participer au débat public. Enfin, reconnaître la valeur du temps long. Rien ne change du jour au lendemain. C'est l'accumulation de petites victoires, mois après mois, année après année, qui offre la transformation durable. Le Botswana s'est fixé des objectifs à 3, 5 et 10 ans et ajuste sa stratégie selon les progrès réalisés et les erreurs commises. En s'inspirant de ces principes, chacun peut devenir moteur de changement. Dans une entreprise, cela signifie respecter le budget, encourager l'innovation et assumer ses erreurs plutôt que de les cacher. À l'école, c'est apprendre à l'élève la patience, la persévérance et la fierté du travail bien fait. À l'échelle individuelle, c'est choisir chaque jour d'être cohérent entre ses paroles et ses actes. Refuser le compromis facile, même quand personne ne regarde. C'est là, dans l'invisible, que se forgent les grandes destinées. Pour conclure, souvenons-nous, la lumière n'est pas le fruit du hasard. Elle est la récompense de ceux qui, patiemment, refusent l'obscurité et osent la discipline. Le Botswana trace la voie. À chacun maintenant d'écrire sa propre page de lumière. La question n'est plus de savoir si la discipline peut transformer un pays, mais qui aura le courage de l'incarner, jour après jour. Et vous, ce soir, qu'êtes-vous prêt à choisir ?